Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans cet énième module de formation sur la négociation. Nous sommes presque à la fin de notre formation, c'est presque la fin. Il nous reste seulement 10 séances sur la négociation pour clôturer cette série de formations. Et après, comme je vous ai promis, vous aurez un quiz à passer. Vous allez passer le quiz et il y aura aussi des questions de réflexion sur la négociation. Une fois que vous répondez, vous devez obtenir 75% des réponses, hein, et après, vous aurez votre certificat de fin de formation. Bon, ce n'est pas une formation qui vous permet d'être expert en négociation, mais vous avez déjà les bases de la négociation. C'est pour cela que je vous encourage toujours à aller sur la plateforme pour télécharger le document et lire les documents aussi, lire les documents que vous avez en votre possession. Bon, euh, concernant le cours du jour, on ne va pas faire comme d'habitude, prendre du temps pour revenir sur les deux derniers cours, mais là, on ne va pas rester sur les derniers cours parce que il y a eu pas mal de bugs. On va essayer de faire en sorte qu'on a euh, l'essentiel qu'on met à votre disposition. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Pas d'hypothèse qu'on a déjà terminé l'étape de la négociation. On avait beaucoup parlé et tout ce qui concerne le CAP, hein, CAP et aussi le son CAS ou son CAS. Et bon, certaines personnes veulent ajouter le digital comme un support en plus, hein, pour mieux préparer l'argumentaire. Mais aujourd'hui, on parle d'hypothèse, on a discuté sur les bien fondés des choses, sur quoi, sur ce que l'on a comme besoin, les besoins de chacun, euh, les besoins du vendeur, les besoins de l'acheteur, ou bien les besoins des deux négociants. Au final, il faut qu'on termine la négociation. Pour terminer la négociation, il faut déjà terminer sur quelque chose qu'on appelle la contrepartie. On avait traité les objections, les différents types d'objections, on avait parlé, mais maintenant on va traiter ce qu'on appelle les concessions, euh, accorder une concession à quelqu'un et pour avoir une contrepartie derrière. Ça, c'est la première chose à faire, c'est le premier point de notre point du jour. Le deuxième point, c'est comment engager la personne en face ou les clients. Bon, j'ai dit les clients, ça c'est un raisonnement purement occidental. Bon, ça c'est la présidente du Mexique l'a bien précisé la semaine dernière en disant à Donald Trump, comme vous aux États-Unis, vous pensez que le reste du monde, ce sont des consommateurs, ce sont des clients. Bon, c'est dans ce sens que vous dites, la personne en face de vous, la personne avec qui vous discutez déjà, c'est engager cette personne-là vers la conclusion de la négociation. Il faut trouver un point d'entente pour qu'on puisse terminer la négociation, la conversation. Bon, on voit ça, c'est purement théorique, mais par contre, si on est en négociation avec des groupes sur des notions sensibles, peut-être c'est la fin de ou bien la conclusion de la négociation peut être un rendez-vous, on prend un rendez-vous pour une autre séance de négociation. Ça peut arriver. Autre chose, c'est engager les clients vers la conclusion de la négociation. Et s'il n'y a pas que ça, il y a aussi vers la négociation du prix. Je ne vois pas dans ce plan, je vais arrêter, je reviens. Il faut que j'ajoute la valeur du prix parce que c'est important. Ce n'est pas seulement la négociation. On, on engage les clients à mettre fin à la négociation. Il y a le volet prix, traitement du prix, non? Ça, dans la négociation. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Le traitement du prix dans la négociation est très important. C'est un des qui devrait être le deuxième volet. Et, avant la conclusion, parce que c'est important, euh, pour engager le client, après avoir accordé contrepartie, il faut négocier ce volet-là
qui est pour moi plus importante que le reste. Bon, OK, voilà, on reprend dans notre raisonnement, on reprend. La première chose à faire déjà pour la négociation, pour le coût du jour, la première chose, on pense déjà, c'est de accorder une concession. On négocie, on discute des choses importantes, on accorde une concession. La deuxième chose, c'est comme deuxième point à aborder aujourd'hui, c'est on accorde la concession pour montrer voilà, sur quel point qu'on perd et quel point et les clients ou bien la personne en face gagne dans la négociation. Et deuxième chose, c'est traiter le prix dans la négociation, le prix dans la négociation. Donc, le prix, mais si ce n'est pas un produit qu'on vend, si on négocie sur des conflits, par exemple, hein, c'est traiter des avantages. Voir quel avantage que l'interlocuteur bénéficie en face de nous. Et puis, à la fin, on engage les clients vers la conclusion de la négociation. On termine avec. Bon, en gros, c'est sur ce point-là qu'on va discuter. Sans plus tarder, on passe au premier point qui c'est accorder une concession. Moi, on accorde une concession et puis en espérant une contrepartie. Alors, pour l'accord d'une concession, pour accorder une concession moyennant d'une contrepartie, on dit que c'est l'une des règles de base du commerce. C'est l'une des règles de base du commerce. Sinon, on va passer notre temps à discuter, à discuter. L'une des bases, c'est vous accorder quelque chose et puis en contrepartie, vous bénéficiez quelque chose aussi en retour. Alors, ça, c'est important, hein, déjà. Pourquoi on négocie? Il faut toujours trouver ce point-là. Ce n'est pas un point de friction, mais c'est un avantage, hein, qu'on va accorder et puis derrière, on va bénéficier et quelque chose. Parce que c'est important pour les affaires. Parce que quand vous accordez une concession, vous accordez un avantage, vous donnez l'avantage pour un produit l'avantage à un client ou bien à la personne en face de vous, ou bien à un des négociateurs en face de vous, ou bien à l'ensemble des négociateurs si vous faites partie d'une équipe, ou bien si vous êtes en face d'une équipe. On dit que c'est le moyen essentiel qui permet de préserver la relation d'affaires. Voilà. C'est préserver la rentabilité de la relation d'affaires. Il ne faut jamais faire en sorte que vous êtes plus intelligent. Il ne faut jamais vous mettre en avant pour vous montrer que vous êtes plus intelligent que l'autre et la personne en face de vous est un incompétent ou bien la personne en face de vous est quelqu'un qui ne comprend rien dans rien et sur rien. C'est pour cela, il faut toujours penser à ça, accorder une concession et puis derrière, vous allez bénéficier de quelque chose. Voilà, on dit c'est le premier point, c'est le point de base, c'est la règle de base du commerce. Et on dit c'est un moyen qui permet de préserver la rentabilité de la relation d'affaires. Dans les affaires, c'est ça. Il faut toujours accorder quelque chose. Je vous rappelle que dans la négociation, vous avez un objectif en tête. L'objectif, c'est ne pas rentrer bredouille chez vous, ne pas rentrer sans rien. Et pareil, la personne en face de vous, la personne a un objectif en tête. Et son objectif, ce n'est pas terminer la conservation et rentrer chez lui sans rien. Parce que quand c'est comme ça, vous perdez votre temps et la personne perd son temps également. C'est pour cela qu'il faut toujours trouver ce point-là, le point de concession, de faire des concessions. Il faut toujours accepter de faire des concessions. Voilà. Et puis, quand vous discutez, vous dites, moi, je suis radical, il n'y a que ça, rien que ça. Là, on parle dans la négociation. Donc, vous dites que ça, c'est mon point, je ne vais pas changer d'avis. Alors, le plus souvent, les philosophes disent seulement Dieu qui ne change pas d'avis. Oui, les imbéciles aussi. Dieu et les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors, ça, en affaires, ça ne marche pas. Business, ça ne marche pas. Il faut toujours accepter déjà de faire les concessions. D'accord? Dit, ça permet à votre équipe et à vous de bénéficier
de certains avantages. Ces avantages sont très importants pour l'avenir de l'entreprise. D'accord? Donc, je dis, c'est un moyen de limiter l'appétit de l'acheteur. Si vous êtes en présence d'un acheteur vorace, il veut tout accaparer et lui, dans sa tête, il pense qu'il est intelligent. C'est pour cela, vous, il faut faire preuve d'intelligence avec lui pour lui dire, bon, pas de souci, j'accepte de perdre sur tel point et tel point et en contrepartie, j'aimerais avoir ça en haut. J'aimerais que vous me donnez 50% ou bien 20% sur telles affaires, ou bien à l'avenir, j'aimerais collaborer avec vous. Il y a un projet que j'entends parler chez vous, j'aimerais avoir le primaire sur ce projet-là. Alors, c'est comme ça. Vous cherchez toujours une contrepartie hein, en accordant une concession. Et pour terminer, on dit c'est un moyen de changer la nature de la négociation. Voilà. Au départ, on se rencontre, on discute, on avance des argumentaires, on discute sur ces arguments, on défend ses points de vue. Et puis, quand on voit que passe du temps, on tourne en rond parfois, il faut proposer quelque chose. Il faut proposer quelque chose. Il faut proposer, concession, c'est accepter de perdre sur certains points et vous allez gagner sur d'autres points. C'est comme ça qu'on fait la négociation. Bon, là, je parle dans un cadre général, mais pour le business, c'est encore mieux parce que l'objectif d'un businessman, c'est toujours avoir de bonnes affaires, toujours avoir des moyens pour échanger, pour discuter, pour faire de l'argent. Mais là, en négociation sociale, il faut voir au-delà de vos intérêts. Il faut voir au-delà de vos intérêts, accepter de paix. Bon, en politique, c'est un peu différent. Négociation politique, c'est un peu différent. Euh, quand vous voyez, par exemple, un leader qui a des problèmes de moyens pour financer sa campagne électorale. On voit que d'un moment à l'autre, il y a des riches qui l'entourent. Ces riches-là qui l'entourent acceptent de perdre un peu d'argent au départ parce que quand ces leaders-là vont être élus, ces riches vont bénéficier énormément d'avantages. Énormément d'avantages. Ça, il faut penser à ça. Il y avait un président en Russie, c'était comme ça, c'était Boris Eltsine. Pour sa campagne électorale, c'était les riches qui avaient investi en lui. Les riches avaient investi en lui. Pourquoi? C'est parce que ces riches pensaient gagner des avantages énormes, notamment sur le marché du pétrole. Parce que le pétrole, c'était sous l'initiative de l'État, comme après l'effondrement de l'Union soviétique, la Russie n'avait pas de moyens pour subvenir aux besoins de sa population. Ce que les riches ont fait, ils n'ont dit pas de souci. Et vous aurez des problèmes pour être réélu parce que vous êtes au plus bas des sondages. Et en plus, le peuple souffre. Oui, ils ont dit pas de souci, on va financer votre campagne. On a notre chaîne de télé, on met à votre disposition. On va financer votre campagne. Mais en contrepartie, vous nous donnez le pétrole, le marché du pétrole. Eh bien, c'est comme ça ils ont fait. C'est cette catégorie-là que les gens appellent des oligarques russes. Hein. C'est comme ça. Ils ont fait main basse. C'est partout, c'est toujours comme ça. Bon, quand ça passe dans un pays qui n'est pas en accord avec les Occidentaux, on crie au scandale. Mais si c'est un pays qui est en accord avec les Occidentaux, on n'entend plus parler de ces gens d'affaires. On peut parler. Voilà, c'est juste pour vous dire comment ça marche. C'est toujours le problème de concession. Il y a toujours des bénéficiaires, des gens, on voit leurs intérêts. Mais vous ne perdez pas. Quand vous accordez des concessions, vous ne perdez pas. Vous cherchez seulement à trouver euh, un point d'entente. Vous accordez des concessions, vous allez perdre en largeur, peut-être vous allez tirer en longueur, ou vous allez perdre en longueur, vous allez tirer en largeur. Voilà, ça c'est important. Pour résumer, on dit il faut toujours penser à accorder des concessions. On dit
les concessions sont les règles de base du commerce, hein, et ça permet de préserver la rentabilité de la relation d'affaires. Et quand la personne en face de vous voit que vous n'avez pas peur de perdre pour gagner à l'avenir ou bien pour gagner sur d'autres points, et ça, déjà, c'est la base de la confiance. Cette personne en face de vous a déjà de la confiance en vous et votre relation d'affaires va durer. Ça, c'est important. Et autre chose aussi, on dit, c'est le moyen unique, hein, pour obtenir certains avantages. Certains avantages. Il faut accepter de perdre pour gagner. Ça aussi, ça, c'est important. Et autre chose, on dit, ça permet aussi de faire descendre les commerciaux, les négociateurs, ou bien les acheteurs qui ont tendance à tout rafler ou qui ont tendance à avoir toujours les déçus. Avoir toujours les déçus. Ça permet de lui toucher au profond de lui, qui permet de revenir sur terre. On dit que c'est un moyen de changer la nature de la négociation. Une fois que vous acceptez de perdre pour gagner sur un autre point, là, ça change. Ça change tout. Et la personne qui est en face de vous va dire que c'est avec ce collaborateur ou bien ce partenaire que j'aimerais travailler à la vie. C'est avec lui, je vois qu'il accepte de perdre, il n'a pas de souci. Moi aussi, je vais céder sur certains points aussi. Il cède sur A et B, moi, je peux céder sur C et D. Voilà, ça c'est toujours important. Il faut toujours accorder des contreparties dans la négociation. Ça, c'est la base, c'est la première chose, c'est la base. Hmm. Dans l'accord de concession, dans l'accord de concession, comment ça marche? Déjà, vous pensez dans la négociation, déjà, négocier sur un volume important. Un volume important, vous négociez sur un volume important. D'accord? Il faut accorder des avantages importants aussi. Bien, un avantage important. Quand vous faites ça, vous vous inscrivez dans une logique d'engagement à long terme, dans un engagement de longue durée. D'accord? Ça aussi, ça c'est important. Et des délais de paiement aussi plus courts. Quand vous donnez des avantages et la personne, bien, le groupe ou bien l'entité avec qui vous négociez va trouver son avantage intéressant, va accélérer le processus de paiement. Au lieu de vous payer dans 2 ou 3 mois, peut-être ça va être raccourci à un mois. Ils vont vous payer dans un mois, même une semaine ou 15 jours, parce que il y a des avantages qu'on ne peut pas refuser. D'accord? Et puis, et, et l'interlocuteur peut vous proposer aussi un mode de règlement plus avantageux. Par exemple, un virement bancaire, ça se fait automatique au lieu qu'il faut que l'acheteur vous donne un chèque qui va prendre du temps pour traiter. Hein. Un virement bancaire, c'est automatique et ça facilite le paiement est rapide. Alors, autre chose aussi, ça facilite, hein, en plus, la, la, le mode de paiement, ça peut arriver aussi des assouplissements des spécifications techniques. Alors, exemple, pour tout ce qui concerne les formalités douanières ou bien le transport des marchandises, peut-être l'acheteur pourrait dire, pas de souci, j'ai déjà des contacts, ça, je me débrouille, hein, je vous aide déjà, je vous accompagne pour m'acheminer, pour me faire acheminer le produit chez moi, sans problème. D'accord? Et puis, le client ou l'acheteur peut aussi devenir un excellent collaborateur où il met la main à la pâte, où il prend en charge une partie du travail à réaliser.
au lieu que cet acheteur-là va vous saouler en service après-vente et ça vous allège le travail. Il y a son équipe commerciale qui s'en charge du service après-vente ou bien qui accepte de prendre l'information pour pouvoir accompagner les utilisateurs. C'est ça, c'est un point essentiel. Il faut en tenir compte parce que des fois, on négocie, on pense que bon, si je donne l'avantage à la personne est gagnante, moi je suis perdant. Mais non, pas du tout. Vous perdez peut-être, comme je vous ai dit en anglais, mais vous gagnez en largeur. Tout ça, ce sont des choses, par exemple, euh, les spécifications techniques qui concernent les affaires et ça va être allégé. Par exemple, pour le paiement, hein, au lieu que le client vous paye par chèque, le client vous fait un virement bancaire. Et le virement, c'est automatique. Une fois que vous avez le virement est fait et l'argent arrive rapidement sur votre compte bancaire. Ça, c'est un exemple. Et après, ben, pour les délais du paiement, au lieu que ça prend 2, 3, 4 mois pour vous payer, et dans un mois, vous avez votre argent, ou bien dans 15 jours, dépendamment. Parce que vous accordez des avantages, les clients sautent sur l'occasion, acceptent cet avantage, c'est la concession que vous faites. Et il faut que le client vous paye, hein, fait en sorte d'écouler les produits plus rapidement et vous paye rapidement. Il ne faut pas oublier quand vous avez quelqu'un qui négocie avec vous pour acheter ce que vous faites, pour acheter vos produits, et cette personne-là a en tête à qui elle va refuser ou bien qu'elle va écouler vos produits. Ça aussi, il faut tenir compte de ça. Voilà. Alors, autre avantage, mis à part les moyens, les délais de paiement, les modes de paiement, aussi l'engagement qui s'établit dans la durée, on a aussi les conditions de garantie. Conditions de garantie, ça aussi, au lieu de prolonger la garantie ou bien d'exiger une garantie plus longue, et le client va chercher à raccourcir parce que le client trouve un avantage et à partir de cet avantage-là, ça lui permet automatiquement de réduire ou bien de diminuer le prix qu'il va revendre ces produits-là. Ça lui permet d'écouler rapidement. OK? Et autre chose aussi, hein, on dit, hein, après avoir signé ce contrat, les clients s'inscrivent, on avait dit, dans la durée. Dans la durée, ça signifie les prestations annexes aux d'autres prestations qui concernent, qui ont des connexions avec la prestation actuelle vont être disponibles aussi, ou bien le client va acheter ces concessions-là, ces prestations-là. Bon, quand on parle de prestations annexes, hein, bon, on voit dans le marché international, si on achète des équipements militaires, par exemple un avion de guerre, il y a les services qui arrivent après. Il y a le service de maintenance. Et ces services de maintenance, hein, les clients achètent ces services chez vous au lieu de passer par des compagnies tiers pour assurer la maintenance. Ça, c'est important. Ou bien, on parle des machineries militaires, même un char militaire, une voiture blindée militaire avec des canons sur le toit, ça peut demander de la maintenance derrière. Bien, vous achetez des drones, vous vendez des drones pour l'agriculture. Par exemple, hein, pour ces genres de drones, il faut un service de maintenance. Pour ces services de maintenance, le client va passer directement par vous au lieu de passer par un organisme tiers. Ça, vous continuez à faire de l'argent. C'est ce qu'on appelle la longue traîne. C'est la longue traîne et au fur et à mesure que les clients se trouvent son compte chez vous, trouvent un avantage important et les clients continuent à négocier avec vous, continuer à travailler avec. Ça, c'est important. On dit, et parfois, OK, le client achète un volume plus important parce qu'il y a un avantage, il profite. Voilà, sauf si vous êtes en rupture de stock, vous n'avez pas un volume assez suffisant pour vendre à ces clients-là. Voilà, c'est seulement ça.
Une fois que vous avez un volume important, un volume suffisant, donc à ce client-là, le client va peut-être doubler le volume d'achat, va augmenter la quantité qu'il avait fixée au début. Mais si vous restez à vendre un prix exorbitant, malgré que vous avez un avantage sur le marché, vous êtes le seul fournisseur, peut-être le client va acheter une certaine quantité réduite et après peut-être proposer d'autres produits qui répondent à d'autres besoins, bien des besoins similaires, sans passer par vous en tant que fournisseur. Ça aussi, ça peut arriver. Là, je vous ai dit qu'il faut pas trop être, il ne faut pas être trop gourmand, il faut toujours accepter d'accorder au moins une concession. Et en contrepartie, vous aurez à vendre plus de produits, un engagement dans la durée avec les clients et les délais de paiement vont être raccourcis. Et de même, pour le mode du règlement, va être plus facile. Voilà, il y a une partie du travail qui est prise en charge par le client et aussi les conditions de garantie. Ça va être plus facile pour vous, ça va être à votre avantage. Parce que c'est à votre avantage. Et de même, et pour les éventuelles prestations annexes, le client va faire appel à vous, il ne va pas aller ailleurs. Voilà, c'est pour cela que c'est important toujours d'accorder une concession. On dit déjà, c'est la base du commerce. Quand vous négociez, c'est la base. C'est pas seulement le commerce, c'est déjà la base de la négociation. On discute, on arrive à un moment donné, on accorde une concession. Et puis, ça permet d'aller plus loin dans la négociation. OK. Autre exemple qu'on peut prendre, hein, dans- toujours dans la négociation, quand vous accordez une concession, euh, et on peut prendre l'exemple pour un client, on envoie un échantillon à tester. Voilà, ça, on envoie un échantillon à tester ou bien on envoie un autre exemplaire au client que le client peut mettre dans son bloc ou bien dans sa catégorie de produits ou bien dans ses gammes. Ça permet de tester, ça permet de voir aussi. Ça c'est un exemple. Quand même. Euh, Autre exemple, et, le client peut vous référer d'autres clients. Quand j'ai dit le client peut vous référer d'autres clients, les clients suggèrent vos produits ou vos services, hein, à d'autres clients. Ça aussi, ça peut arriver. Les clients suggèrent vos produits à d'autres clients. Ça, c'est important. Ou bien vous met en contact, si vous êtes en B2B, en business to business, les clients vous met en contact avec d'autres partenaires, des partenaires qui seront intéressés à vos produits ou vos services. Bon, si vous êtes en B2C, en business to consumer, vous êtes juste un petit fabricant ou bien un revendeur, ce client-là peut vous aider à vendre vos produits. Ce client-là peut être vos ambassadeurs. Vous accordez une concession. Il ne faut pas dire oui, bon, c'est vous, j'enlève tel prix. Oui, le prix, il faut voir ça encore plus loin. Si vous achetez deux, je peux vous accorder un avantage. Si je vends le produit 25 $, vous achetez deux, je peux vous vendre les deux pour 45 $. D'accord? Ou bien, vous dites, pas de souci, je vous vends les deux pour 50 $, mais je vous accorde quelques échantillons. Ça, c'est la concession, en fait. C'est la concession. D'accord? Ça, c'est important. Et comme ça, et quand vous faites la concession au client, le client va consommer encore plus. Euh, Pareil, quand ça arrive, et parfois, moi, personnellement, je fais ça sans me rendre compte. La simplification du conditionnement. Parfois, j'achète au marché, comme ça, je prends mon produit et l'acheteur me met dans un sac. Mais parfois, quand je trouve c'est moins cher comme ça, au lieu de demander un sac, je dis pas de souci, vous me donnez comme ça, je prends, vous gardez votre sac.
Ça, je l'ai fait automatiquement, sans me rendre. Ça, je l'ai fait souvent. On dit simplification du conditionnel. Comme ça, le client peut acheter les produits en vrac sans emballer. Quand c'est en vrac sans emballer, ça va vous gérer votre temps et vous gardez vos emballages. Et puis, c'est toujours plus facile pour vous. La quantité va être élevée. Parce que quand on met dans les emballages, on conditionne, on va ajouter l'un sur l'autre et puis ça va consommer pas mal d'espace. Mais quand on fait ce travail et on vend en gros à ce moment-là, on met tout en vrac, on gère l'espace. On gère l'espace et le volume augmente aussi. Ça, c'est important. Et aussi la modification des conditions du transport. Oui, c'est on vend en gros au volume, les conditions du transport, ça va être plus avantageux. On peut emballer dans des gros cartons, on met les produits dans des gros cartons et puis c'est en vrac et on peut les transporter plus facilement. Sauf les produits fragiles. Alors, quand on parle des produits fragiles, vous connaissez déjà les produits en verre et puis plus des produits en verre. Et on a d'autres produits qu'on peut ajouter qui sont fragiles et les produits alimentaires comme les œufs, par exemple, qui sont fragiles. Encore, pour les transporter, il faut respecter les conditions de transport. Même dans les conditions de transport, on va voir ça, surtout quand on achète à l'international, il y a ce qu'on appelle les incoterms qu'on doit commencer, qu'on doit voir déjà la semaine prochaine, la séance de relations internationales et implément entreprises. On va parler des incoterms. Il y a, quand on achète des incoterms. C'est quand on parle des conditions de transport, ce sont les incoterms qui en parlent. On parle, hein, parfois, il y a de l'assurance, hein, il faut intégrer l'assurance qui est souvent la charge du vendeur. Mais si c'est bien négocié, l'acheteur peut prendre en charge de l'assurance euh, totale, assurance tout risque. Bon, voilà, c'est tout ça. On a l'accord d'un client. Qu'est-ce que ça facilite? On avait parlé, ça facilite la vente de gros volumes, vous vendez en plus grande quantité. Et puis, si vous vendez en plus grande quantité, et aussi la relation que vous avez avec le client, c'est une relation de longue durée qui peut s'établir sur la durée. Tiens. Et après, ça facilite les conditions euh, du paiement, conditions du paiement, et aussi les modes de paiement. Aussi, au lieu qu'on vous paye par chèque, on va vous payer par virement. Virement bancaire, c'est automatique, hein. Vous avez l'argent sur votre. Et puis les délais de paiement, au lieu de vous payer 3, 4, 5 mois, voire un an, on vous paye plus rapidement. On vous paye un mois maximum, 2 semaines, une semaine. Ça, c'est important d'y rappeler. Et puis, comme nous sommes dans une relation qui s'établit sur la durée, il y a parfois des produits annexes, hein, que le client va acheter ou bien des prestations annexes. Le client va commander en même temps que le client passe la commande chez vous parce qu'il y a déjà quelque chose que le client bénéficie. Voilà. Passons maintenant à d'autres exemples, hein, de contreparties accordées. Parmi euh, d'autres exemples qu'on peut ajouter, une modification de la commande, une modification de la commande, au lieu de commander volume à la hauteur de 500, et ça peut passer à 1000, hein, parce que le client a déjà un avantage. Au lieu que le client achète pour lui même, le client achète pour distribuer à d'autres personnes, distribuer à ses amis, à des membres de la famille. Donc, ça permet de modifier le système de commande. Et en même temps, le client peut prendre un abonnement, savoir que chaque mois, vous devez l'envoyer des produits, après le client vous paye. Ça peut arriver aussi. C'est quand il y a l'avantage. Ça, c'est important. Il ne faut pas laisser passer ce genre de choses. Et aussi, il y a aussi un allègement des causes des pénalités, hein.
Par exemple, si vous prenez du retard pour livrer, hein, des retards dans la livraison, le client ne va pas vous pénaliser, ne va pas vous faire payer. D'accord? Ça, c'est important. Et puis, une position de fournisseur exclusif. Et le client va vous considérer comme son fournisseur exclusif parce que il a trouvé des avantages avec vous. Ça c'est important. Bon, en gros, c'est pour cela qu'il faut toujours penser à donner, à attribuer une concession, à donner une concession et vous bénéficiez en contrepartie, en retour. Et ce que vous bénéficiez, c'est plutôt de manière stratégique. On avait parlé sur le paiement, sur l'engagement dans la durée avec le client, paiement, les conditions de paiement et les systèmes de garantie. Les garanties hein, sont allégées aussi, le système de garantie. Et maintenant, on voit le système de commande, comment ça se passe, hein, comme avantage, hein, ce système de commande. Et aussi, comme c'est dans la durée, on peut avoir des commandes périodiques. Autre chose, si vous avez pris du retard, le client ne va pas être découragé pour passer à la concurrence, pour passer chez la concurrence, mais va vous comprendre quand même. Et puis, le client va vous considérer comme son fournisseur exclusif. Maintenant, passons au traitement du prix dans la négociation. Ça, c'est le plus gros problème, c'est le traitement du prix. C'est pareil quand vous négociez pour un contrat, vous travaillez, vous allez trouver un travail. Vous allez trouver un travail, vous passez des entretiens, on vous pose toujours quelle est votre prétention salariale. C'est toujours difficile à se positionner sur la prétention salariale. D'accord? Alors, c'est ça qu'on va voir, comment traiter le prix. Bien que ce n'est pas la même chose. Quand on parle de prétention salariale, le prix, c'est votre prix à vous, combien vous coûte, quel est votre coût pour l'entreprise. Bon, ça, parfois, ce sont des questions piégeantes. Le mieux, c'est de dire, ah, bon, voilà, pour moi, par rapport à mes années d'expérience, euh, et ce que je pourrais proposer, comment je peux améliorer votre entreprise, votre stratégie. J'imagine que je peux gagner 100, vous pouvez me donner 100 honnêtement. Honnêtement, euh, ma valeur marchande hein, sur le marché du travail, c'est tant. Et, 50 000 dollars, vous pouvez aller même 100 000 dollars. Mais là, ça, c'est votre proposition. Après, il faut dire, oui, ça, c'est ça, c'est dans cette fourchette-là. Mais par contre, je sais que vous avez une grille salariale à ne pas dépasser. Et moi, j'aime votre entreprise. C'est pour cela que je suis prêt à accepter ce que vous me proposez. Si c'est trop bas, je peux continuer à discuter avec vous pour voir s'il peut y avoir au moins une amélioration. Là, vous cherchez à défaire ce piège. C'est possible, c'est très important. Mais par contre, là, on parle de traiter le prix de produit. Ça, c'est important toujours. C'est pour cela, quand vous négociez, tout ce qui concerne le prix, c'est toujours à la fin. À la fin, quand vous parlez du c'est quand vous terminez votre échange. C'est quand le client accepte suffisamment d'avantages. Accepte suffisamment. Si le client n'accepte pas, continuez à négocier plus d'avantages, vous ne parlez pas de prix. Discutez sur les avantages. C'est ça, avec le client. Vous parlez des avantages. Comment ça va vous permettre d'améliorer? Si c'est pour un produit pour la peau, si vous voyez comment ça éclaircit vos peaux, les tâches vont être disparues. Et puis, autre chose, hein, si ce sont des produits anti-âge, vous voyez, vous allez raffermir votre peau, votre visage, etc., qui va être éblouissant. Bon, on négocie, on met tous ces argumentaires dehors pour convaincre la personne. Puis, la personne va dire, ah, bon, pas de souci. Puis, par rapport à ça, j'aimerais avoir, déjà le prix. Bon,
C'est sur le prix, c'est là que vous allez vraiment, avant que vous balancez votre prix, vous dites votre prix, avant que vous dites c'est combien ça coûte. Essayez de mettre en avant les avantages. Les avantages, vous parlez des avantages. Bon, pour un produit comme ça qui permet de raffermir votre visage, ou les visages, qui permet d'éclaircir les peaux, enlever les taches, faire partie des pommettes, etc., etc., là, je vous fais un prix, c'est tant. Vas-y, par unité, vous me payez 20 $, par unité. Puis, comme vous avez beaucoup argumenté, ça reste dans la tête. Mais si vous avez un professionnel en face de vous, même si vous argumentez, bon, ça lui fait plaisir quand même. Mais si vous montez, vous êtes exagéré dans la proposition du prix, il va dire non, non, c'est pas parce que vous avez, ça permet de résoudre tel problème, vous me demandez cet argent. Quand même, il faut être honnête. Il faut être honnête, rester quand même dans la grille et essayer d'être 20%, on dit quand on négocie, d'être à 20% au-dessus du prix que vous aimez vraiment vendre, hein. Puis après, dans la négociation, et la personne en face de vous va vous proposer des prix. Mais après, il faut être honnête aussi. Il faut être honnête. Si la personne accepte automatiquement, vous êtes content, bon, payez, payez même très cher, c'est bien. Mais par contre, il faut voir avec la personne. Il faut accorder des avantages, des avantages à la personne. Parce que sinon, quand la personne va sortir, la personne va voir que vous ne faites que lui rouler dans les farines, vous faites de l'argent sur lui, et la personne peut vous critiquer, vous faire passer pour un voleur, et en même temps, la personne ne va pas continuer à acheter chez vous. La personne va trouver mieux ailleurs. C'est pareil pour les médicaments que j'ai achetés pour un ami qui a un problème. Au mois de décembre, je l'ai acheté, je l'ai payé pour l'ami très cher. Et puis, bon, il m'avait dit, bon, je vais te rembourser, mais bon, je trouve que c'est trop cher. Mais oui, c'est cher. Il a regardé sur Internet, il a trouvé le même produit, même emballage. Le produit était 4 fois moins cher. 4 fois moins cher. 4 fois moins cher. Et par rapport à ça, la personne a dit, bon, pour continuer à acheter ce produit, je vais acheter chez la concurrence. On ne va pas continuer à acheter chez cette personne. Parce que même si c'est notre ami, on va pas nous ruiner pour faire plaisir à notre ami. Ça encore. Vous pouvez avoir un pourcentage, hein, de 2% de plus, 3%, voire, mais il ne faut pas aller au-delà. Il ne faut pas faire payer double aussi. C'est pour cela qu'on dit déjà, il faut mettre en avant les avantages. Les avantages sont essentiels. Ce sont les avantages du produit qu'on met en avant. Comme la description que je viens de vous faire. Et pareil, si on prend les cas des dentifrices, hein, les pâtes dentifrices, hein, quels sont les avantages des pâtes dentifrices? Est-ce que c'est pour la blancheur des dents? Ça permet de blanchir les dents. Ou bien, ça permet d'avoir bonne haleine. Ça, c'est important. On ne va pas mettre ça en avant comme ça, mais bon, c'est important qu'il faut rappeler ça. Et après, autre argumentaire, les détâtrages. Ça permet d'enlever les tâtres aussi. Ou bien c'est l'anticarie. Ça permet d'agir contre les caries, contre la carie dentaire. C'est ça. Contre les caries, ça enlève les caries et ça agit contre la carie dentaire. Vous mettez ces notions de valeur pour le produit. Vous mettez ces choses. Et quand vous allez parler du prix, quand vous mettez des avantages, vous prenez votre temps, vous argumentez, vous faites des gestes. C'est pareil, quand vous allez parler du prix du produit, vous baissez le ton de tout ça que je viens de vous proposer, c'est seulement pour la maudite somme de 10 $. Tout ça, c'est seulement 10 $. Là encore, bon, là, on prend l'exemple des dentifrices. Là, vous pouvez aller encore plus loin. Vous dites, bon, la dentifrice, hein, que vous allez utiliser, ça permet d'enlever les tattes ou bien lutter contre les caries dentaires. Et sinon, vous allez payer cher pour même
que vous arrivez à démontrer la consultation d'un dentiste, combien ça coûte, et puis le détartrage, combien ça coûte. Si vous avez une carré pour nettoyer ou bien polir ou bien ajouter, vous renforcez combien ça va coûter. Vous mettez ces argumentaires en avant et puis c'est comme ça quand vous présentez le prix et la personne en face de vous, si c'est une personne qui n'est pas expérimentée, elle s'est fait avoir vite fait, elle va coucher, elle va accepter le deal. Mais si c'est un expérimenté, une personne expérimentée, et cette personne-là va négocier, va dire oui, je comprends, mais bon, c'est trop haut pour moi. Parce que cette personne-là, il faut toujours penser que cette personne-là va avoir l'argumentaire pour dire que c'est moins cher ailleurs. Ce même produit-là, je trouve chez monsieur ou madame tel, c'est moins cher. Voilà. Ça aussi, il faut attendre à ça. Cela, il faut être vraiment lucide quand vous présentez le prix, vous présentez votre argumentaire, et puis vous présentez le prix, et puis calmez. On dit surtout si le produit est cher par rapport à la concurrence. Ça aussi, si c'est cher par rapport à la concurrence, là encore, il faut montrer quelle est l'innovation qu'il y a derrière, la recherche et développement derrière. Et si vous avez eu quelques reconnaissances, quelques passages dans les médias, vous pouvez même donner ces références. Ça, c'est important. Et autre conseil par rapport au prix, ne jamais parler du prix prématurément. C'est toujours à la fin. Même si le client vous demande, mais tout ce que vous parlez là, c'est à quel prix? Vous ne répondez pas directement. Vous dites, on va y revenir, on va avoir les temps, mais je vous présente un produit, il faut que vous sachiez quel produit en face de vous, et quel service qu'on vous propose. C'est ça. Il faut insister sur ça. Comme ça, hein, déjà, pour passer du temps dans la négociation avec la personne, vous discuter sur les caractéristiques essentielles de votre produit, caractéristiques formelles. Hein. Bon. Par exemple, l'argumentaire qu'on utilise beaucoup plus en Europe, on va vous dire que ça n'a pas été fabriqué dans une usine en Asie où ils exploitent des enfants. Bon, ils mettent ça souvent en avant. Okay? Autre chose hein, aussi, comme la philanthropie, ça compte beaucoup, pour dire quel pourcentage de ce produit va être reversé à une association qui lutte contre telle ou telle cause. Ça aussi, c'est un argumentaire qui marche à merveille. C'est important. On dit, dans le traitement de prix, déjà, quand vous parlez du prix, vous présentez ça calmement. Vous prenez votre temps pour mettre en avant dans votre argumentaire les avantages pour que vous parlez de produit. D'accord? Et jamais proposer le prix euh, prématurément. Quand c'est fait de manière prématurée, là, ça peut bloquer la négociation et l'interlocuteur en face de vous peut arrêter et passer à autre chose. Ça, il faut être très vigilant, il faut être très malin quand vous négociez, quand vous présentez le prix. Bon, j'espère que vous m'entendez. Je vois que les gens sur Webex m'ont dit oui, ça passe à merveille, hein. Et puis les gens sur Teams aussi m'ont dit oui. Bon, par contre, sur Zoom, on n'est pas tombé sur Zoom, hein. Bon, peut-être à l'avenir, on va rester sur Teams, mais vous n'êtes pas nombreux. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, que ça, c'est important. Il faut tenir compte de ça dans la négociation. Et il ne faut jamais oublier de parler du prix. Supposons que vous proposez un prix, que la concurrence, que l'interlocuteur ou euh, les négociants en face de vous trouvent hein, que c'est plus cher par rapport à son budget. À dire, mais bon, si vous vendez $500 et moi, je pensais à $400. Bon, moi, dans mon agenda, je n'ai que $400. Mais dans mon portefeuille, je n'ai que $400 à dépenser. Ouais. Et ça aussi, ça peut arriver. Mis à part du prix qui est un facteur limitant, il faut arriver à
diagnostiquer l'objection, décortiquer l'objection, expliquer et justifier pourquoi ce prix-là. Ça, c'est important. Parce que la personne va se sentir trahie et arnaquée. Et quand ça arrive, hein, ça passe très mal et ça ne fait pas du bien. Ça ne fait pas du bien à la personne qui se sent trahie, qui se sent arnaquée. C'est pour cela qu'il faut faire pas mal de pédagogie. Il faut faire pas mal de pédagogie. C'est comprendre la question de la personne, le problème que la personne nous expose. C'est vrai, hein. Par exemple, vous proposez de vendre et que la personne vous paye, hein, dans 2 mois, dans 3 mois. Voilà, ça c'est important. Et accepter une conception sans aucune contrepartie. Ça, c'est sans contrepartie, c'est que vous ne pouvez pas bénéficier. Et la personne va vendre est prête à acheter un produit pour 400 $ et vous avez fixé le prix de départ, c'est 500 $. Acceptez de perdre. Pas de souci, j'accepte de perdre, mais vous avez en tête que c'est une personne que vous pouvez faire confiance qui va vraiment acheter chez vous. Mais si vous faites cet effort pour cette personne-là, je vous rassure que la personne va parler de vous et dans son entourage, et puis ça va marcher, on va vous reconnaître. C'est ça. C'est toujours accepter une concession sans contrepartie, mais faire une remise sans une contrepartie. Ça aussi, ça marche de pair. La concession, c'est les manques à gagner, et puis remise, hein, c'est la réduction que vous faites, hein, pour les clients sur sa facture. Voilà. Et toujours par rapport à comment vous pouvez argumenter le prix, hein, le prix qui parfois est cher pour le client, comment vous pouvez argumenter par rapport à la concurrence. Tout dépend de votre, déjà, de positionnement, votre positionnement. Et si vous êtes dans les produits qui sont de haute qualité, qu'on appelle les produits haut de gamme, voilà, si c'est le cas, c'est important de justifier. Vous dites, si c'est le cas, vous dites, bon, c'est vrai, nous sommes plus chers que la concurrence, que les autres, mais ce produit-là, c'est un produit d'excellente qualité qui a été testé plusieurs fois dans plusieurs laboratoires, qui a prouvé sa performance. Ça, c'est comme ça. Euh, euh, Autre technique, hein, c'est l'addition. L'addition aussi, ça, il faut jouer sur l'addition. Jouer sur l'addition, c'est vous faites la somme des avantages pour justifier le prix. Tout à l'heure, j'avais pris l'exemple du pâte dentifrice. Pour les pâtes dentifrice, j'avais dit comme avantage la blancheur des dents, le détatrage, l'enlèvement des caries, voyez, et le bon haleine, la bonne haleine. Vous présentez toutes ces informations en tant qu'argumentaire, vous faites la somme de tout ça, posé en un. Ça permet d'enlever les caries. Deux, ça permet de faire les détatrages. Trois, ça renforce l'émail dentaire. Quatre, ça contribue à blanchir les dents. Et cinq, et ça donne de bonnes haleine. Vous présentez ça comme ça et ça permet de convaincre la personne en face, convaincre l'interlocuteur. C'est ça, c'est ça qu'on appelle la négociation. Mais tout et les avantages. C'est pareil si vous êtes en négociation dans le monde diplomatique. Après, vous discutez avec un collaborateur ou bien un chancelier. Parfois, si vous êtes en mission à l'étranger, vous allez discuter avec un représentant du ministère des Affaires étrangères du pays de l'étranger. En discutant, vous dites, voilà, vos entreprises ont intérêt à aller chez moi, dans mon pays, parce que, un, vous avez une fiscalité abordable. Deux, vous avez une main-d'œuvre à bon marché, qui est disponible pour ça, prête à travailler. Et trois, vous êtes sur un grand marché international
Vous pouvez faire écouler vos produits facilement. Et 5, pour la formation, il y a des professionnels formés qui existent déjà, qui peuvent accompagner votre entreprise. Et puis 6, sur le terrain, on a des personnes qui sont expérimentées qui vous accompagnent. Vous voyez, c'est pareil, c'est la même chose. D'accord? Et ou bien on fait la soustraction, soit on fait la division, soit on fait l'addition, soit on fait la soustraction. La soustraction qui montre que le client qui ne perd rien, il ne perd rien en achetant pas le produit aujourd'hui à ce prix. Il ne perd rien. Ça aussi. Ça aussi, c'est un exemple, hein. Il y a des soustractions. Hum, Et comme exemple de soustraction, puis aller encore plus loin, au lieu de vous consacrer du temps pour accomplir telle ou telle tâche, avec ce produit-là va vous aider à faire ça plus rapidement. C'est la soustraction. Et, par exemple, répondre automatique à vos mails, hein, bien vous aider à corriger vos mails, ça c'est important, ou bien d'être en forme pour passer une journée de travail debout sans se fatiguer. Sinon, donc, vous allez être fatigué, prendre des repos, prendre du repos, ou bien prendre sur votre temps de travail, hein, mais contrairement à ce produit, une fois que vous prenez ce produit, vous pouvez même faire des heures supplémentaires, vous n'allez pas être fatigué. D'accord? Et comme ça, vous travaillez plus et vous dépensez moins d'efforts. C'est le principe de la soustraction. Et voilà, qui est important. Non? Pour les techniques d'explication, j'ai déjà parlé, hein, on continue toujours sur les techniques d'explication du prix. Euh, on avait vu euh, le positionnement au câble, on avait vu l'addition et après la soustraction. Maintenant, passons à la division. La division, par exemple, hein, on divise le prix du produit pour sa durée d'utilisation. Voilà. Par exemple, on va dire, vous voyez combien de jours que vous allez utiliser. C'est vrai, le produit coûte 400 $, mais vous allez utiliser ce produit-là pendant un an. Si vous allez acheter un échantillon qui va vous coûter peut-être 10 $, 10 $, mais chaque semaine, hein, vous pouvez consommer 3 ou 4 fois 10 $. Et dans un mois, 3 à 4 fois 10 $, on va dire 30 à 40 $. Et dans un mois, on va avoir 4 fois 30, hein, vous voyez, ou bien 4 fois 40, ça vous donne entre 120 et 160 $. Et vous allez dépenser par mois. Et en 12 mois, c'est 12 multiplié par 120 à 160. Vous voyez combien d'argent que vous allez investir dans un an pour voir combien d'argent ça va vous coûter. Et puis bon, c'est ça. Ce principe de la division, ça divise, hein, vous dites ce produit-là, vous voyez combien d'économies que vous allez faire. Vous divisez le principe de la division. Le principe de la multiplication, par contre, hein, pour justifier le prix, ça permet de bosser les avantages, hein, procurés par l'achat. Là, tout à l'heure, j'avais pris l'exemple, hein, l'exemple, ce qu'on peut faire, comment ça améliorer notre condition de travail. Donc, vous dites, hein, vous prenez un verre de jus d'orange, hein, à partir de l'orange que vous achetez au PC, ça vous donne des vitamines C, ça vous permet de procurer de la vitamine C dans votre organisme et qui dure. Contrairement aux vitamines C synthétiques que vous allez acheter, il va vous donner un coup de boost pendant la journée et puis plus tard, il n'y a rien. Vous êtes obligé de toujours consommer, consommer et vous êtes devenu dépendant. Mais le jus naturel, ça vous protège, ça permet de multiplier votre force et comme ça, vous faites de l'économie. Et voilà. Et puis, relativité. Relativité que j'apprécie beaucoup. Déjà, c'est très intéressant. Ça permet de comprendre les gains possibles, hein, à la dépense en réalité. Qu'est-ce que vous allez gagner à la partie de ces dépenses? Et puis,
Il faut toujours chercher à montrer l'avantage qui est votre produit propre par comparaison au produit vendu par l'entreprise concurrente ou bien par la concurrence. Ça aussi, il faut toujours relativiser. relativiser. Voilà, c'est sur ces 6 points qui sont importants hein, à tenir compte dans l'explication et justification du prix. C'est vrai, vous êtes plus cher, mais vous pouvez montrer déjà par rapport à votre positionnement, par rapport à l'addition, hein, une technique d'addition, une technique qui permet de montrer que l'ensemble des choses, hein, que cet outil permet de réaliser l'ensemble des tâches, hein, et, la technique de soustraction et les efforts et les efforts que cette technologie ou bien cet outil euh, vous permet de mettre de côté, ou bien par rapport toujours à la soustraction, euh, les dépenses en termes d'énergie que vous allez réaliser, ça va être divisé par 4, 5, 6, 7 aussi. Euh, bien réduire, hein, réduire du temps pour cent. Vous donnez des pourcentages, surtout quand on présente des chiffres, et c'est très bien. Pareil pour la division, la technique de division. C'est division par rapport à la durée du produit. La durée du produit, un produit qui va vous durer. Si vous allez euh, acheter ce produit-là chaque mois, vous voyez combien ça vous coûte. Il faut diviser. Multiplier, ça permet de grossir les avantages. Relativiser, relativité, ça permet de comparer par rapport à la concurrence. Voilà. Maintenant, on a accordé les concessions, on a négocié le prix. Maintenant, on va arriver à la phase de conclusion. Engager la conclusion euh, oui, a engagé la conclusion de la rencontre, de la négociation. Pour engager la conclusion, engager le client vers la conclusion de la négociation, euh, il faut utiliser déjà les techniques de préfecture. Les techniques de préfecture, on n'a pas terminé, mais on est sur le point de terminer. Voilà, ça c'est important pour mettre ça en avant. Pour terminer, on commence déjà par le point de départ. Hmm, c'est que on a beaucoup discuté, on a parlé du prix et après vous dites, bon, d'accord, vous êtes d'accord pour prendre tel volume de produit au prix, à tel prix. Déjà, vous commencez avec des phrases, mis à part de ce point ou bien ce point-là, sommes-nous bien d'accord sur les restes? Hein, pour questionner la personne en face. Mis à part de tout ce qu'on vient de dire, est-ce que vous êtes d'accord? C'est mieux de dire sommes-nous, que nous sommes dans le même panier, nous sommes dans le même bateau, on est là, on est ensemble, comme disaient les Africains. Comme disent les Africains, pas comme disaient, ils continuent à dire toujours ça, nous sommes ensemble. Ça, c'est vrai. Vous dites ça, hein, puis le client va répondre, hein, va dire oui, oui, l'interlocuteur va répondre, va dire oui ou non. C'est c'est important du mentionner. Excusez-moi, autre chose, hein, euh, vous pouvez dire, demander au client les autres points, quels autres points que vous aimeriez ou vous souhaitiez examiner, les autres points. Ça, la personne va vous dire, oui, j'aimerais qu'on aborde tel ou tel point, le délai de livraison, ou bien quand, sur quel volume que vous êtes prêt à vendre, ou bien à quel volume qu'il ne faut pas dépasser quand on passe une commande, etc. D'accord? Ça, c'est important. C'est important. D'accord? Il dit toujours, même, hein, c'est même pour les entretiens classiques, il faut toujours poser ce genre de questions. Et puis, il y a d'autres intonations que vous pouvez utiliser, comme donc, hein, pour nous résumer, vérifions que nous sommes bien d'accord sur les points suivants. Et après, vous énoncez les points. Bien d'accord. Alors, ce thème-là, que parfois on voit dans certains pays, comme en France, les gens qui cherchent à influencer les autres par rapport à un concept, par rapport à un projet ou bien par rapport à un problème, la personne va dire, nous sommes bien d'accord. Bon.
C'est parce que cette personne-là a été mal formée. D'ailleurs, quand vous dites nous sommes bien d'accord, vous cherchez à influencer l'autre. C'est pour cela, quand quelqu'un me dit ça, je dis attention, vous cherchez à m'influencer. Non, je ne suis pas d'accord. Nous ne sommes pas bien d'accord. Non, non, pas du tout. Je dis ça automatiquement. Parce que ce sont des gens qui ont une micro-formation qui pensent qu'ils peuvent s'imposer par d'autres. C'est pas que nous sommes bien d'accord. Déjà, c'est mal élevé de dire ça. Mais si vous n'avez pas négocié avec la personne pendant un certain temps, on ne peut pas dire ça. Alors, si on a négocié avec la personne, on a passé du temps, on s'est mis d'accord sur le prix, alors là, avant de conclure, de passer à la signature du contrat, on revient, on fait ces intonations. Exemple, on dit, donc, hein, pour nous résumer, vérifions que nous sommes bien d'accord sur les points suivants. Comme ça, vous énoncez les thèmes du contrat. D'accord? C'est ça que vous faites. Les thèmes du contrat, vous négociez les thèmes du contrat. Et vous pouvez continuer pour dire, donc, hein, dans le cas où nous trouvons un terrain d'entente sur ce dernier point, je peux compter sur votre décision dès maintenant. Et c'est là, tout est bon. Vous donnez un bon poignet de main, bon, un poignet de main, et qui permet vraiment de tout mettre à plat, de terminer, de conclure. Il ne faut pas dire oui, c'est bon, on a signé, c'est bon, on passe à autre chose. Mais il faut travailler, continuer à travailler sur ces points. Bon, c'est pas trop longtemps, j'ai eu quelques étudiants. Bon, ça fait environ pas un mois, hein, ça fait même pas encore un mois. On va dire 15 jours, 15 jours, 15 jours. Donc, j'ai eu des étudiants qui ont fait des simulations de jeux de rôle d'entretien, euh, de 20 ans, des jeux de rôle de négociation à l'international. C'est juste une fois qu'ils ont négocié le prix, les conditions de livraison, ils ont dit merci, c'est bien, c'est gentil. Mais par contre, il y a certains groupes qui ont travaillé, qui ont mis ça en avant, qui ont mis ces points-là en avant. On dit, par exemple, hein, nous sommes bien d'accord et sur les points suivants, il va y avoir ça, 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 ça. Mais ce grand point-là, ils ne l'ont pas mis en avant. Ça, c'est important de toujours terminer petit temps dans le cas où nous trouvons le terrain d'attente sur ce dernier point. Je peux compter sur votre décision dès maintenant. Et parfois, c'est le siège qui décide. Là. Quand c'est le siège qui décide, la personne en face de vous va dire, bon, pas de souci, j'en parlerai à mes supérieurs hiérarchiques. Ça aussi, il faut tenir compte de ça. OK, c'est une manière de couper court, hein, de mettre fin. Euh, et à la négociation. Maintenant, ce sont les techniques de préfecture. Maintenant, passons vraiment à la fin de la négociation. Alors, pour la fin de la négociation, de manière très large, hein, et ce qui peut arriver, hein, voilà, dépendamment de la négociation, il faut jamais avoir l'air pleinement satisfait. Jamais avoir l'air pleinement satisfait. C'est pour cela qu'on avait dit, il y a certains points, on se met d'accord sur ces points-là, mais il y a certains points on n'a pas mis, on ne s'était pas mis d'accord. Il y a certains points sur lesquels on ne s'était pas mis d'accord. Cela veut dire, on s'est mis d'accord sur ces points-là, vous précisez les points sur lesquels vous êtes d'accord. C'est là où on dit, ne jamais, jamais avoir l'air pleinement satisfait. Si vous avez l'air pleinement satisfait, c'est que vous avez fait une affaire. Vous avez gagné sur l'autre. C'est ça. C'est comme ça on interprète ça. C'est comme ça. Vous avez l'air pleinement satisfait de votre cours, hein, de votre négociation. Ça veut dire que vous avez gagné. Et le client ou bien la personne en face de vous, c'est sans plaisir. Voilà. Ce sont les techniques de négociation qu'on apprend à l'école. On va répéter, on répète et ça rentre. Et ne voit jamais l'air satisfait. Et je vois souvent mes étudiants, quand ils terminent leur vidéo, je vois ils sont très souriants. Mais non, il faut jamais avoir l'air pleinement satisfait. Il faut toujours dire, ah ouais, il y a tel point,
J'aimerais la prochaine fois qu'on aborde tel point pour montrer que c'est de la négociation, on n'est jamais satisfait. On dit gardez une carte dans votre main. Ça, c'est important. Une carte dans votre manche, un dernier tour à jouer, déjà pour montrer, ça permet de déboucher sur autre chose. D'accord? Voilà. Et autre chose, vraiment, pour terminer, hein, déjà, ne pas s'attendre à un accord enthousiaste de l'acheter. Ça aussi. Parce que l'acheteur a son point de vue. L'acheteur cherche toujours d'avoir le meilleur avantage. Mais en négociant avec vous, hein, il n'a pas eu le meilleur avantage espéré. Il a eu quand même un avantage, mais ce n'était pas l'avantage espéré. Il ne faut jamais attendre ça. Si vous voyez que les gens vont dire oui, malgré je lui ai vendu moins cher par rapport à la concurrence, et là, j'attendais au moins un geste de sa part. Mais non, lui, il va toujours mettre en tête qu'il s'est fait rouler, qu'il a été arnaqué par vous. Ça aussi, il faut penser à ça. Cela, il faut jamais avoir l'air d'être totalement satisfait, avoir toujours une marge de manœuvre, hein, sous sa manche, et puis ne jamais s'attendre que l'acheteur est enthousiaste. L'acheteur est totalement satisfait. Donc, c'est tout ça qui concerne la conclusion et la négociation. Et pour terminer vraiment, dans la conclusion, donner l'acheteur le sentiment d'avoir fait une bonne affaire. Ça, c'est toujours important. Ça permet de dire que ce que vous trouvez là, vous n'allez pas trouver ailleurs. Ce que je vous vends là, ce que je vous propose là, vous n'allez pas trouver ailleurs. Bon, si on est en négociation diplomatique, hein, c'est un peu différent. Donc, pour dire que l'avantage que procure ce pays-là, vous n'allez pas trouver meilleur ailleurs. Donc, vous dites, des kilomètres de sable fin, des kilomètres de plage sable fin, de l'eau turquoise, hein, vous n'allez pas trouver ça ailleurs. Et puis, on a une population active, formée, universitaire, que vous pouvez embaucher à n'importe quel poste. Vous n'allez pas trouver ça ailleurs. C'est ça. OK. Alors, on dit donner à la chair le sentiment d'avoir fait une bonne affaire, c'est le fait d'avoir payé moins que le prix imprimé. Le prix imprimé, on sait que il y a dans les catalogues, il y a le prix qui s'affiche. On dit, bon, si on va vendre une imprimante pour 3 500 $, c'est le prix qui est affiché sur les catalogues, mais vous vendez à l'acheteur au prix, au lieu de 3 500, à 3 200, de 3 300. L'acheteur fait un bénéfice de 200 $. Ça, c'est important. Le fait d'avoir payé moins que les prix affichés. C'est ça. Et ça, vous insistez sur ça. Vous dites, et regardez combien vous payez, et pourtant vous voyez le prix. Faut qu'il voit ça, qu'il reconnaît ça. Mais s'il part chez lui sans reconnaître ça, c'est pas bon pour les affaires. C'est pas arriver. Et le fait d'avoir payé moins que prévu, c'est la même chose. Hein. Le fait que d'autres me disent que j'ai fait une bonne affaire. Alors ça c'est important. Hein. Bon, là, il n'y a pas de mensonge. C'est que ce sont les autres qui ont dit à la chair qu'il a fait une bonne affaire. D'accord? Et autre chose, hein, pour dire que nous sommes en rupture des stocks, c'était les derniers qui restent. Là encore, ça passe très bien. Sans que la personne se sente qu'elle a la chance. Hein, et aussi, ça donne le sentiment qui est de prestige, de pouvoir, que l'acheteur a un produit que les autres voulaient, mais bon, c'est lui qui a la chance d'avoir ce produit. Ça aussi. Autre chose qu'on peut voir dans cette analyse hein, aussi, c'est de donner l'impression
que euh, votre choix pour votre compétence en termes de goût, en termes de moyens, audace, humour, etc. Euh, Autre chose, toujours, pour montrer à la chair qu'il a fait une bonne affaire, c'est au final, la chair n'a pas regretté. Voilà, pas regretté. Quand on voit quelqu'un qui vous reconnaît, vous vendre des produits de mauvaise qualité, mais la personne cherche à faire de l'argent sur vous, la personne n'a pas pensé que c'est qu'elle vend une seule fois qu'elle ne va pas vendre à nouveau. C'est pareil, pour une fois, euh, ouais, c'était juste en compagnie des amis qui faisaient une fête, hein. On est allé dans une pizzeria et arrivant au pizzeria, à la pizzeria, et le gérant qui était là, qui est aussi cuisinier, nous a regardé. On était jeunes, pour se dire, ouais, ce sont des petits jeunes, hein. Nos pizzas coûtent de l'argent, hein. C'est ça. C'était ça, c'était pour nous, c'était une claque. Bon, ils ne voulaient pas vendre avec nous parce qu'on était un peu trop jeunes. Ça aussi. Ça aussi, et il était honnête avec nous. Dans ce cas, si on avait acheté, on allait débourser pas mal d'argent, peut-être on n'allait jamais arriver. Et c'est bon. Ça m'était arrivé pas trop longtemps aussi. C'était pas dans la négociation, c'était juste acheter à manger, quelque chose à manger. J'ai dit commander escalope et au final, on m'avait donné des nuggets, des suites très salées, très dures. Et puis, la personne, malgré j'ai dit à la personne, ce n'est pas ce que j'ai commandé. La personne a insisté pour dire, c'est ça que vous avez commandé, c'est que vous dites, c'est ça. Ce que vous cherchez, c'est ça. Et malgré il y avait des clients à côté, on était obligé de lui dire, il ne faut pas me faire ce genre de choses. La prochaine fois, vous me prévenez. Si vous n'avez pas, vous n'avez pas. Voilà. Mais avec ce que le client, l'acheteur m'avait fait, je me suis dit, je ne vais jamais retourner. Si je retourne, il faut que je leur rappelle ça, de ça une nouvelle fois. Voilà, ça c'est important. Comme au point 8, hein, le fait de payer moins cher qu'ailleurs et à un produit équivalent. Ce n'est pas le même, mais c'est équivalent. On va payer moins cher ailleurs. Sauf si c'est des top qualité, ce n'est pas le même produit. Produit en termes, c'est le produit que vous avez même besoin, mais ce n'est pas les mêmes fonctionnalités qui sont. Ça aussi, ça peut arriver. Faire des prix moins que d'autres, hein, ça aussi, c'est un volet important. Bon, c'est l'heure, là, on va arriver, c'est la fin, et on va s'arrêter ici.